Voilà, merci. Bonjour à tous, désolé pour ces problèmes techniques. Voilà, je vous remercie de votre présence et puis je remercie surtout, il y a plein de personnes que j'ai déjà vues lors des animations ou qu'on s'est rencontrés au téléphone, enfin rencontrés, c'est un bien, voilà, qu'on s'est entendu, et de mettre maintenant des visages sur les noms. Voilà, je suis vraiment touchée. Et c'est une preuve quand même que voilà, ce prix Chronos, ça rassemble et ça fait parler ça nous engage à la discussion. Donc, je vous dis bonjour à vous qui êtes dans la salle et aux autres qui sont peut-être en ligne. J'ai pas tout compris ce qui se passait, mais voilà, je vous salue aussi. Et pour cette cérémonie de remise du prix Chronos 2023, cette année, je vous annonce que vous êtes 2054 personnes réparties dans toute la Suisse romande à avoir lu les 4 livres en lice. J'ai souvent la question, mais c'est qui les lecteurs du prix Chronos? Ils viennent d'où? Donc, j'ai fait un petit décompte. Et pour cette année, le canton de Berne accueille 4 groupes. Le canton de Fribourg, 5. Genève, 22. Jura, 2. Neuchâtel, 5. Vaud, 54 points, j'ai envie de dire. Et Valais, 22 groupes. Plus une cinquantaine de jeunes qui ont lu et partagé avec leurs grands-parents. Donc, ça fait 2054. Le compte est bon. Merci. Donc, voilà, je n'ai terminé avec les chiffres. Vous en aurez de nouveau tout à l'heure pour le résultat des votes. La seconde question qu'on me pose régulièrement, c'est « Mais qui choisit les livres pour la sélection ?» Alors, nous sommes un petit groupe de 3 personnes. Et je profite de leur présence aujourd'hui pour remercier mes copines de lecture, de rire, de balade, de fou rire. Donc, Nicole Jallard, tu peux te lever, Nicole, montrer, qui est senior et enseignante à la retraite. Et Cathy Sierrault, qui peut se lever, qui est bibliothécaire à la bibliothèque de V. Et avec lesquels on passe des instants formidables, rigolos. Voilà. Avant de laisser place aux festivités, et au nom de Prosenectute Suisse, je tiens également à remercier les différents partenaires du prix Chronos. Alors, il y a Paille Libraire, qui est notre partenaire principal pour la vente des livres, et qui nous invite aujourd'hui à Yverdon-les-Bains, dans le cadre du Festival de livres jeunesse, qui se déroule tout le week-end en ville et au château. Donc, il y a des programmes à la sortie. Si vous allez tout à l'heure faire un tour au château, où il y a plein d'auteurs présents et leurs livres, bien sûr. Je remercie également la BSR. Alors, qu'est-ce la BSR? C'est la Bibliothèque Sonore Romande. Nous collaborons pour la première année avec eux. Et en 2 mots, la BSR enregistre 1000 livres par année. Elle a actuellement 30 000 titres à disposition. Les livres sont tous lus et enregistrés par des bénévoles et mis ensuite à disposition des lecteurs, soit sur support CD, soit par téléchargement. Ces prestations, elles sont gratuites pour toutes les personnes qui ont un handicap. Donc, ça peut être un handicap visuel, ça peut être un 10, dyslexie, dysorthographie, enfin, tous les 10, ou même une personne qui ne peut pas lire seule parce qu'elle a un tremblement des mains ou quelque chose. Donc, voilà, c'est une prestation gratuite. Quant au prix Chronos, pour cette année, il y a eu 138 téléchargements. Donc, ça nous donne aussi une nouvelle ouverture pour le prix Chronos. Donc, un grand merci à la BSR pour cette prestation gratuite et qui n'est pas spécialement très connue. Donc, je vous invite, vous pouvez aller sur leur site www.bsr.ch. Voilà. Mes énormes merci également à la société Multividéo, avec qui nous collaborons depuis quelques années, et c'est eux qui actuellement sont en train de filmer. L'erreur ne venait pas de leur faute aujourd'hui, donc voilà, ça vient de YouTube, comme ça, ils y sont pour rien, ils se démènent pour faire tout ce qui est bien, et vraiment, merci à eux. Ils permettent effectivement aux participants de suivre depuis chez eux et en direct cette cérémonie. Donc, ils découvriront en même temps que vous qui sera la ou le lauréat 2023 du prix Chronos. Et pour terminer,
Merci à mes collègues qui me donnent toujours un coup de main, même le week-end. À Christiane Richon, qui peut se lever comme ça on la voit. À Florian Monin, qui est en train de prendre les photos. À Georgette Vincent, qui vous a accueilli à l'entrée. À Jérôme Jaunin qui nous sauve le coup avec YouTube. Et je remercie aussi Marius Fio qui mouille toujours sa chemise pour venir nous aider. Voilà, donc il me reste maintenant à accueillir et remercier Lionel Fraisard, animateur, comédien, animateur sur Caravane FM, c'est une émission qui passe sur la RTS. Moi, je vous la conseille, je kiffe total, j'adore cette émission. Et donc, c'est lui qui va vous conduire pendant un peu plus d'une heure dans les petits bouts de vie de nos invités. Alors, merci Lionel, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. C'est une première pour moi et je devrais surtout, je vais essayer d'être à la hauteur de mon illustre prédécesseur, votre modérateur attitré, Jean-Marc Richard. Je crois que c'est lui qui est là d'habitude et qui vous fait un coucou d'ailleurs. Il m'a envoyé une petite photo, il vous salue. Il est à Liverpool en ce moment pour le Grand Prix Eurovision de la chanson. Voilà. Donc il dit tu feras ça bien, qu'il m'a dit. Alors j'ai dit je vais essayer. Donc, c'est particulier en fait, se retrouver là, être engagé par Prosenectute pour animer un prix de lecteur, parce que bon, quand on reçoit, gentiment avec l'âge que je viens de passer, on reçoit le fameux dépistage, là, vous savez, la coloscopie. Puis après, il y a le magazine Génération qui vous propose de vous abonner. Et puis après, on reçoit un téléphone de Prosenectute, donc on est en train de se dire que ça sent le sapin un peu, tu vois. Mais c'est pas grave, je trouve le projet très beau, cette passerelle entre les générations. Et je ne sais pas si vous savez que ce prix Chronos, grâce à Prosenectute, il existe depuis 1997, c'est juste ? Je pense qu'on peut encore une fois applaudir tous les gens qui travaillent là-dessus depuis toutes ces années, parce qu'à comprendre et à voir et à échanger avec Sylvie, je crois que c'est un gros boulot. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, je crois qu'on va pas papoter plus que ça, on va entrer dans le vif du sujet, parce qu'on est là quand même pour remettre un prix. Et puis, moi, j'avais envie de parler un petit peu de prendre chacun de ces livres et puis d'en parler un petit peu avec vous, parce que voilà, le but de cette remise de prix, c'est aussi d'échanger un petit peu avec vous, seniors, avec vous, enfants. Je crois même qu'on a une classe qui est présente, c'est juste ? Vous pouvez faire un petit peu, vous manifester ? Ouais. Ah, vous parlez pas ? C'est joli, ils font des signes. Merci aussi aux enseignantes d'avoir fait le pas de venir un samedi après-midi à Yverdon pour le prix Chronos. C'est bien, c'est chouette, c'est louable. Donc, on a 4 livres qui nous sont proposés cette année. 4 chouettes histoires. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde les a lus ? Tous ? Ouais, tout le monde a lu tous les livres. Est-ce que déjà, c'est une sélection qui vous a plu, pour ceux qui sont habitués peut-être à en avoir lu diverses années de suite ? Oui ? Moi, j'ai trouvé que on a 4 univers très différents, 4 cultures différentes. On voyage, on est en France, on est en Suède, on est au Japon, on est en Suisse. On fait un joli tour du monde avec ces 4 bouquins. Et j'ai le premier en main. J'avais envie de parler un petit peu du premier que j'ai là, qui est Un jardin à Marseille d'Elisabeth Benoît Morelli, aux éditions. Il ne faut pas que je me plante parce que je n'avais pas prévu les éditions. On m'a dit parle des éditeurs. C'est très important, les éditeurs. Je crois qu'il y en a même dans la salle. Donc, aux éditions Manière Jeunesse. Un jardin à Marseille. Est-ce que, si vous êtes d'accord, on a Marius qui est là. Marius, il a un micro. Et puis il va se balader un petit peu dans la salle. Et si vous êtes d'accord, on parle un petit peu de ce livre. On essaie de raconter en quelques mots qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc, Le Jardin à Marseille, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Angelo. Est-ce que vous savez, il a un surnom, Angelo. Vous savez comment c'est son surnom ? Ce qu'on fait, soit vous le dites, soit vous levez la main, soit on passe, on verra si ça s'entend ou pas. Angelo, il a un surnom, c'est sa nonna qui lui a donné ce surnom. La nonna, vous savez ce que c'est ? C'est la grand-mère en italien. Et cette nonna, elle a un jardin. Son surnom, c'est Lino. Bien joué. Angelo, et c'est sa grand-mère qui l'appelle Lino, sa nonna. Et cette grand-mère, donc c'est l'histoire d'Angelo, de ses frères,
de son amie Flora. Et puis on est à Marseille, et puis on est à Marseille dans un quartier où cette grand-mère elle a un jardin magnifique, un jardin qui est suspendu avec une vue sur la mer à tomber les chaussettes. Et puis en fait il y a des promoteurs peu scrupuleux qui ont envie par tous les moyens d'obtenir ces terrains pour en faire un hôtel de luxe. C'est juste ? Ouais. Et est-ce que ces promoteurs ils arriveront à leur fin ? Non ? Qu'est-ce qui se passe en quelques mots ? Est-ce que quelqu'un aurait envie de se lancer ? Et puis on s'aide, on se dit des petits bouts parmi. Marius est prêt à bondir avec son micro. La classe, une petite question. Vous les avez lus en classe, ces bouquins ? Ok. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait se lancer ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jardin qui fait qu'à un moment donné, il y a un petit peu tout qui s'arrête ? Ah ouais. Non, en fait, non. Angelo, avec ses amis, son ami et son petit frère, ils vont voir ce qu'il a de spécial, ce jardin. Mm-hmm. Et voilà, du coup, ils vont découvrir un peu le secret. Et voilà. Et c'est quoi le secret ? On l'a tous lu, on peut se le dire. Ouais, il y a des orangers. Je crois que ça se dit comme ça, non ? Abricotiers, voilà. C'est des abricotiers. Ouais. Et il y en a 4. Mais oui, il y en a 4. Il y en a 4. Et le jardin il a été divisé en 2. Et du coup, il n'y en a qu'un qui reste, je crois, dans le jardin de la grand-mère, du coup de la nonna. Et voilà. Et en fait, cet abricotier, il a quelque chose de particulier, c'est qu'on se rend compte que c'est une espèce rare. Et Flora, elle a l'idée d'appeler quelqu'un qui s'occupe des plantes protégées, c'est ça ? Et puis, cette personne vient et va s'occuper de cet abricotier en disant qu'on doit le protéger et qu'on ne peut rien faire dans ce jardin. Et puis, c'est comme ça qu'Angelo et sa nonna, surtout, réussissent à garder leur appartement et puis qu'on n'arrivera pas à construire l'hôtel de luxe. C'est juste ? On est là ? C'est ça, hein ? C'est pas mal. Yes, c'est pas mal. On continue avec le deuxième bouquin. S'il y a des choses que j'oublie, vous dites. Hein. Le deuxième bouquin que j'ai là, c'est La Cavale de Ulf Stark, aux éditions Pastel. La Cavale, de quelle cavale il s'agit ? Est-ce que quelqu'un sait ? Vous pouvez tous répondre, hein. On peut, comme ça on avance ensemble. C'est quoi cette cavale ? Qui emmène qui ? Oui, dis-moi, tu as la main levée. Ouais. Mm-hmm. Il va faire du foot. Ils viennent vers la maison et à la fin ils rencontrent, après ils reviennent et quand ils reviennent malheureusement le grand-papa à cause de ses problèmes de cœur il meurt et la dernière image c'est comment il est à côté de la grand-mère. Ouais, magnifique. Et puis ce Gottfried, pourquoi il aime comme ça son grand-père ? Qu'est-ce qu'il trouve chouette chez son grand-père ? Il dit c'est ça que j'aime chez lui, c'est parce qu'il est un peu ronchon, il est un peu grognon. Puis là, il dit j'adore parce qu'il est différent des autres et c'est ça qui me plaît. Et d'ailleurs, quand ils vont dans la maison de la falaise, hein, où ils vont voir où ils ont habité avec la grand-mère, quand ils arrivent là, en fait, on se rend compte, je ne sais pas si ça vous a aussi marqué, mais le grand-père est très sec avec son petit-fils. Il lui parle très sèchement, il est très directif, il lui dit fais ci, fais ça. Il y a des fois, on se dit waouh, comme ça. Puis en fait, Gottfried, il adore quand son papa il est comme ça parce qu'il le sent très très vivant. Et puis moi j'ai trouvé cette histoire vraiment vraiment très belle dans on est vraiment dans ce thème aussi de passation. Bravo, très bien résumé en quelques mots. C'est pas simple, bien joué. Et tu sais, est-ce que vous savez le nom ? Oui.
Oui. Ouais. C'est ça. Mais c'est très bien parce que je trouve très intéressant parce qu'on va venir après sur tout ce qui est illustration. Parce qu'on a la chance aussi d'avoir Denis Corman, on parlera plus tard après ensemble. Mais je pense que la couverture, on pourra en parler après, la couverture d'un bouquin, elle est très importante. Et on a Mark Woltenhauer qui est là, on a un auteur, on a un illustrateur. Je pense que c'est un travail qui se fait, je sais pas, vous nous expliquerez. Mais c'est chouette, merci. Parce que c'est vrai que ça... Qu'est-ce que ça vous raconte, justement ? Je ne sais pas si j'ai besoin de mettre un micro, je parle fort. Alors c'est bien. Je crois que c'est pour nos amis de YouTube. On peut faire un petit coucou à YouTube s'il y en a qui nous regardent. Coucou YouTube. Ça va ? C'est dommage. C'est mieux en direct. Non, mais ce qui est fabuleux avec cette histoire, moi, ça me touche. Je dois dire comme ça, que étant suédoise, mais pour moi, le film démarre automatiquement que je commence à lire le livre, même si je ne l'avais pas lu avant. Il a écrit beaucoup d'autres livres. Mais cette fiston qui, avec les mensonges, avec les tricheries, avec un peu de tout est pour une bonne cause et tout est défendable. Et c'est là que moi, ça me touche beaucoup dans ce livre. Et ce qui est aussi, ce qui est beau, c'était aussi une de mes questions, c'est que il décide de dire la vérité quand il rentre. Il décide même d'en parler à son père, et puis il a un père qui ne comprend rien à rien, et puis qui ne le croit même pas. Donc il a voulu être honnête, il a voulu aller au bout de la démarche, et il n'est même pas entendu. Voilà, j'ai trouvé aussi ça très, très, très beau dans ce qui se passe avec ce petit garçon. Et il y a quelqu'un qui l'aide. Il y a quelqu'un qui l'aide à manigancer tout ça. Tu te souviens comment il s'appelle ? Ouais, comment il s'appelle ? Je sais plus. Romain ? Ronnie. Ronnie, mais il a un surnom. Ouais ? Adam. Tu sais pourquoi on dit Adam ? On lui dit... Il a une grosse pomme d'Adam, ouais. Et c'est son surnom, ouais. Très bien, bien joué. Joli, on continue. Alors, le suivant, je pense qu'on peut déjà applaudir fort parce qu'on a l'auteur qui est là. On a un auteur, et puis c'est Mark Woltenhauer. Mark Woltenhauer, il nous a écrit une magnifique histoire très différente des autres, qui s'appelle Le Manoir Maudit. Dans cette histoire, qui c'est qui a dit quelque chose ? T'as dit quoi ? Crime ? Quelqu'un qui a dit crime ? Non, j'ai entendu crime. Il y a question de meurtre, d'enquête. Est-ce que vous vous souvenez, Marc, si tu es d'accord, vu que tu es là, on n'a pas tous les jours un auteur en chair et en os sous la main, est-ce que tu serais d'accord de nous parler en quelques mots de ce livre ? Mais vraiment quelques mots. De faire un petit résumé comme l'ont fait les... C'est un exercice, voir si tu fais aussi bien le résumé que les enfants. Marc Woltenhauer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et, le Manoir Maudit, c'est toute une aventure. C'est le deuxième frisson suisse sur 4, parce que j'en ai écrit un 4e qui n'est pas encore sorti, mais qui va paraître dans quelques mois. Et on retrouve toujours les mêmes protagonistes qui sont Mélissa, Adam. Et bien sûr, c'est qui le 3e d'ailleurs ? Ah non, je pensais à un autre. Ils sont sur la couverture, les 3. Le chien, il s'appelle comment ? Minus. Sur la couverture, en fait, il manque quelque part un nom qui est celui de mon compagnon Benjamin Amiguet, parce qu'en fait, on a co-imaginé cette histoire, on l'a co-écrite, sauf qu'il m'a dit, écoute, moi je participe volontiers, mais c'est toi qui vas aller faire les dédicaces et tout ça, on mettra ton nom sur la couverture, mais son nom est mentionné à l'intérieur. Et en fait, on a imaginé cette histoire ensemble, on est parti de l'idée de ce manoir, de cet ancien hôtel des Salines à Baie, qui est effectivement dans la réalité malheureusement brûlé, qui n'existe plus. Et on a commencé à réfléchir en disant, mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce lieu assez particulier qui ressemble à un manoir ? Et en fait, l'idée de Benjamin, c'était la sienne, on peut en faire une maison de retraite. Et du coup, l'histoire commence avec Mélissa et sa meilleure amie Chloé, qui vont faire un stage pour se mettre un peu dans le bain, et puis un stage d'initiation dans cette maison de retraite. Et tout ne se passe pas comme prévu, puisque le lendemain, leur deuxième jour de stage, il y a une personne qui est retrouvée morte au bas de l'escalier. Donc Mélissa fait appel
à Adam, son frère, avec qui elle enquête d'habitude, mais aussi à un autre ami, Bao, pour qu'il puisse mener l'enquête et essayer de retrouver le coupable de ce crime. Mais toute l'histoire tourne particulièrement aussi autour d'un personnage qui est Aimé, qui vient d'emménager en maison de retraite, qui a récemment perdu son épouse. Il a dû vendre la maison dans laquelle ils ont habité ensemble pendant plusieurs décennies. Et forcément, il arrive dans cette maison de retraite qui est assez vivante par ailleurs, mais lui se sent déprimé. Et c'est dans ce contexte-là que cette enquête va se dérouler. Merci beaucoup. On a plusieurs fois, on retrouve plusieurs fois la maison de retraite, et c'est vrai qu'on parlait, tu m'as présenté en parlant de Caravane FM, mais on a fait une fois une émission dans un EMS, et j'ai trouvé que c'était une émission mais d'une vie, et on a ri. Mais on a ri avec ces personnes âgées, mais c'était vraiment extraordinaire. Et on en avait fait une autre aux soins palliatifs à Rive-Neuve, et on était terrorisés d'aller là-bas parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui va nous arriver, comment ça se passe. En plus de tous les gens qu'on a interviewés, il y en a un qui a vu l'émission, sinon tous les autres sont décédés dans l'intervalle. Et le dernier est décédé il y a quelques temps. J'ai eu un petit message de son fils qui nous avait mis sur la paroi de sa chambre. Il y avait le maillot de la Juventus et notre photo dessous. Et ce moment-là, on est arrivé et je me disais comment ça va être. On avait un monsieur en chaise roulante qui n'avait pas l'air d'aller très bien. Et puis, on a monté la caravane, on est parti dîner. Et quand on est parti dîner, j'ai tenté quelque chose. Je lui ai dit, vous bougez pas, on revient. Hein. Puis il m'a dit, je veux pas aller bien loin. Et je me suis dit, yes, on va arriver aussi à rigoler avec ces gens. Et on a beaucoup ri. Et c'était une des émissions les plus drôles, en fait, mais tellement touchantes. Avec des familles qui sont venues nous trouver. Après, on a eu beaucoup de contacts et de liens. Enfin, voilà. Donc, ces moments de maison de retraite. Enfin, voilà, moi, je trouve ce grand écart, il est génial. Et là, on en a un bel exemple. Avant, j'ai croisé une grand-maman qui m'a dit, à part la distance, on a tout fait avec ma petite fille. On a beaucoup échangé. Ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler peut-être après. On va continuer avec les bouquins. Le dernier que j'ai là en main, c'est Katsuro le Titan de Éric Senabre aux éditions Didier Jeunesse. Katsuro le Titan, on part au Japon cette fois. On part au Japon avec cette histoire de nouveau d'une maison de retraite avec deux personnes âgées, hein, c'est Ryo et Katsuro justement qui se chamaillent sans arrêt parce que on est dans le monde un petit peu, on est dans le monde des super-héros, dans le monde du cinéma japonais. Et puis pourquoi ils se chamaillent? Pourquoi ils se chamaillent les deux? Pour quelle raison? Ouais, tu peux me dire? Attends, je viens de donner un petit coup de micro. Vas-y. Ah, yes. Parce que les deux, ils disent que c'est eux qui ont joué Godzilla. Ça, non? Ouais, il y en a un qui dit qu'il a joué Godzilla et l'autre, il dit qu'il a joué qui? Ultraman. Ouais, tu te souviens? Et en fait, ils se bagarrent avec ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il y a aussi les petits-enfants dans cette histoire. Hein, ils s'appellent comment? Vous vous souvenez les prénoms des petits-enfants? Mickey et Eiji, exactement. Et ils décident un jour de faire un petit peu ce qu'a fait Gottfried avec son grand-père. Ils décident d'embarquer ces deux grands-pères une nuit. Et puis ils vont partir visiter les studios de cinéma de la Toro. Et puis bon, il y aura beaucoup d'aventures. Ils partent pas seuls. Dans l'histoire de Marc, on a le chien Minus. Et dans l'histoire de Katsuro, on a qui les accompagne? Le robot, comment il s'appelle? Tonto. Tonto, ça veut dire quoi en espagnol? C'est juste, mais ça veut dire un peu loufoque. Mais Tonto, il va leur rendre bien des services quand sa batterie est chargée. Hein. Quand sa batterie est chargée, c'est plus compliqué, mais quand la batterie est chargée, il va pouvoir relever des trucs, il va pouvoir les aider, il va pouvoir surtout les aider à porter les costumes. Et en fait, on s'apercevra, quand on sera dans les studios, qu'en effet, ils ont vécu chacun un moment dans leur vie, dans la peau de Godzilla pour Katsuro et dans la peau d'Ultraman pour Ryo. Hein, et sur des petits moments comme ça, un c'était une audition mais il n'a pas eu le rôle, et puis l'autre c'était en remplacement du vrai Godzilla qui avait fait un peu la fête et qui n'était pas en état de jouer ce jour-là. Voilà. Et on a cette fameuse photo de Katsuro avec sa tête de Godzilla sous le bras, et puis qui a été amené avec plein de péripéties entre le restaurant de son ami jusqu'au musée dans les studios de la télé.
Voilà. Et après, il y a encore quelque chose qui se passe à la fin. Vous vous souvenez? Parce que Eiji, il fait quoi, Eiji? Il ramasse des choses. On essaie de partager un petit peu. Toi, t'es au taquet, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Eiji? Pendant tout ce temps, Eiji il ramassait des déchets. Enfin, c'était dur parce que d'habitude au Japon il y a peu de déchets par terre. Et il ramassait tous les déchets et à la fin il a fait une maquette. Et quand ils ont fait le film, si je me rappelle bien, cette maquette elle était faite pour être détruite. Et à la fin, voilà. En fait, c'est la réalisatrice, quand ils se sont retrouvés dans le studio où ils ont fait croire que Tonto était le robot qu'attendait le réalisateur. Au moment où ils ont tourné, il y avait l'assistante de réalisation qui s'est prise d'amitié avec ses enfants. Et quand Eiji a dit je veux qu'on fasse ma maquette et que je veux que les grands-pères jouent enfin cette scène, ce fameux combat entre Ultraman et Godzilla, on pourrait faire appel à elle et elle pourrait venir tourner. Puis elle arrivait avec un fond vert. Vous savez ce que c'est un fond vert? À quoi ça sert? Voilà, exactement. On peut projeter à l'arrière, on peut projeter. On aura plus de précision avec les spécialistes après. On peut projeter ce qu'on veut derrière pour créer une ambiance. Et donc, elle a filmé tout ça. Et puis, ils ont refait le film et on a eu ce fameux combat entre Godzilla et Ultraman, ce qui s'était jamais fait. Et puis, sauf que qu'est-ce qui est arrivé à Ultraman à un moment donné, pendant le tournage? Il fait un malaise, ouais. Il fait une crise cardiaque et puis on se dit que ça va être grave, donc le film s'arrête. Heureusement, Ultraman se remet, Rio se remet, et puis on aperçoit que le film a été fait et que c'est un film magnifique. On a réussi à créer des ambiances des années 60, et puis ce film existe. Et les deux grands-pères sont devenus des stars des réseaux sociaux parce qu'apparemment il y a tout le monde qui les likait. Ils avaient plus de 10 millions de vues en très peu de temps. Donc voilà, une jolie histoire. Et ils sont devenus amis, tout en se chamaillant, mais plus amicalement qu'en se mettant des pieds dans les fesses, parce que je crois qu'ils en venaient de temps en temps aux mains et aux pieds. Voilà. C'est pas mal. Je trouve que toutes ces histoires, enfin, je sais pas vous, mais moi, elles m'ont embarqué en fait. C'est 4 livres qui se lisent bien, qui se bouffent, comme on dit. Hein, quand on commence, on va au bout. Il y a des fois des livres comme ça. Je sais pas si ça vous arrive, moi, qui traînent comme ça sur la table de chevet pendant des mois. Puis moi, j'ai du mal à pas finir un livre quand je le commence. Mais quand ça s'empile trop, je me dis bon, comment on va faire? Alors que ceux-là, ils ont été liquidés assez vite. C'est bien, c'est chouette, c'est plutôt plaisant. Bravo pour la sélection. Et voilà, on a parlé des livres. On a parlé déjà un tout petit peu des auteurs et de l'illustration, mais on y reviendra. Et on a une surprise pour vous aujourd'hui. On a envie de vous passer un court-métrage. Voilà. Est-ce que ça vous irait? Un petit moment de cinéma. Ouais. Eh ben, on a le réalisateur de ce film qui est là. C'est Guillaume Darbelay. Bonjour Guillaume. Guillaume, tu as réalisé ce film qui s'intitule Air frais, c'est juste? Viens, approche-toi comme ça. Tu as réalisé ce film et je te propose que plutôt que d'en parler avant, on se le regarde, puis on en cause après. Ça va? C'est parti? Cinéma. C'est la matière dure, tout ce qui est jaune. Est-ce que du maïs, ça peut aller? C'est scandaleux. On s'en fout si c'est bien écrit ou non. 1, 2, 3. À la canne aussi.
Et bravo. Merci. Très touchant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer autour de ce film, de ce qu'il a vu, parce qu'on est en plein dans le thème. Moi, je l'avais vu sur mon petit ordi à la maison, mais là, de le voir sur grand écran, je dois dire qu'on ramasse encore plus. Juste peut-être, vu que voilà, on verra ce qui se passe après. Qu'est-ce qui a été le moteur? Qu'est-ce qui a été l'envie de faire un film comme celui-là? Bon, déjà, merci à Prosénituté de donner un petit peu de visibilité à ce film. C'est toujours très cool pour un réalisateur de pouvoir montrer ses créations dans des conditions comme ça plutôt que sur un petit écran. Donc merci à vous, c'est très chouette. Il n'y a pas vraiment de déclic ou d'idée. J'ai pas été foudroyé par la créativité. Je pense que ça a été fait à une époque où moi j'étais étudiant. Et en fait, il y avait l'envie de raconter des histoires, l'envie de prendre une caméra, de faire du montage, vraiment d'avancer dans la fiction. Et puis, à ce moment-là, il faut trouver une idée, en fait, que raconter. Moi, j'ai toujours eu un rapport super avec mes grands-parents. Je les visite super souvent, enfin, on s'entend très bien, on a une famille qui est assez soudée. Et puis, je peux que constater, en fait, cette rupture technologique qu'il y a entre mes grands-parents et notre génération. Je vais faire un iPhone à ma grand-maman. Elle s'en sort pas mal, mais on voit quand même, c'est l'impression que c'est une génération qui est un peu perméable à ces nouvelles technologies. Et je vous parle même pas des IA et tout ce qui arrive. Même moi, j'ai l'impression de me sentir dépassé. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de voir est-ce qu'on arrive à raconter quelque chose d'un peu joli, d'un peu doux avec de la technologie. Parce qu'on vit un peu à une époque où j'ai l'impression que la technologie est assez diabolisée. On voit dans les films, souvent, il y a quelque chose de très dystopique, ça annonce quelque chose qui fait un peu peur. Voilà, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose d'un peu poétique. Donc je pense que c'est ça le moteur qu'il y a derrière ce film. C'est très réussi. Ouais, merci, vraiment. C'est très beau. Tu réalises depuis combien d'années? Tu as fait tes études où déjà? Tu as quoi comme parcours? Comment on devient, pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui auraient envie de faire des films, qui ont peut-être un téléphone, une caméra, que sais-je, et qui auraient envie de faire des films, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Il y en a plusieurs, mais la tienne par exemple, ton parcours. Ouais, alors, je pense déjà s'il y a des gens qui ont envie de faire des films ici, il n'y a pas besoin de faire une école, quoi. Vous avez tous dans votre poche quelque chose qui peut faire des films, quoi. Moi, mon parcours, il est un peu bizarre. En fait, je faisais beaucoup de skates quand j'étais jeune. Je viens de ce milieu-là, et j'étais un peu le gars qui avait une caméra dans l'équipe, quoi. Donc, je filmais mes amis, on essayait de reporter un peu ce qu'on faisait dans les skateparks et tout. À la base, l'idée, c'était pas de faire quelque chose de spécialement beau, c'était vraiment de faire du reportage, quoi. On faisait des figures, on essayait de les remontrer. Puis plus ça avançait, plus j'ai essayé un petit peu de penser un peu méca, de penser un peu des compositions, d'essayer un peu des effets. Et puis c'est comme ça que je suis un peu tombé dans le milieu de la vidéo. Après ça, je me suis fait les ligaments croisés, comme bon nombre de footballeurs, de skateurs, on y passe un peu tous. Et ça m'a empêché de faire du sport pendant 2 ans. J'avais 19 ans à cette époque-là. Donc en plus, c'est vraiment l'époque où on a envie de bouger et tout. Donc c'était pas très cool. Donc plutôt que d'arrêter complètement de faire ce milieu-là, j'ai continué à suivre mes potes avec ma caméra. Et puis c'est là que vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais filmer, j'aimais faire du montage, j'aimais ce métier, quoi. Du coup, après ça, j'ai fait l'ERACOM, l'école d'art et communication de Lausanne. C'était une école assez chouette parce que j'avais beaucoup de temps libre, en fait. Du coup, je pouvais continuer à faire des projets de mon côté. Et puis, en sortant de l'ERACOM, comme j'avais déjà un peu travaillé, en fait, j'étais un peu le gars du bled qui avait une caméra. Donc, j'ai fait des clips pour mes potes qui faisaient de la musique. J'ai fait des clips pour les festivals qu'il y avait aux alentours. Enfin, voilà, les choses sont un peu construites comme ça. Et en sortant de l'ERACOM, j'avais déjà une petite inertie de clients et j'ai pu devenir indépendant. Donc là, mon quotidien, je fais des films pour les entreprises, de la publicité, de la promotion pour de la culture. C'est assez varié. Et puis à côté de ça, j'essaie de débloquer un peu de temps pour faire aussi des projets comme celui que vous avez vu là, c'est-à-dire un peu de fiction, alors des projets dans lesquels il n'y aurait pas forcément énormément d'argent, mais qui sont des projets cool que je peux développer à côté de projets que je réalise pour le cadre financier. C'est pas mal une école qui donne du temps.
Ouais, c'est assez chouette. Après, ça a double tranchant, en fait. Comme cette école est assez permissive et qu'elle elle demande pas énormément aux étudiants. Enfin, si les Gracom regardent cette vidéo, je suis désolé, je fais pas forcément de la bonne pub, mais en tout cas, moi, j'ai adoré cette école. Mais disons que après, ça laisse énormément de marge aux étudiants. C'est aussi à eux de se démontrer qu'ils ont envie d'aller de l'avant, qui prennent des projets à côté, qui font un peu du ping-pong avec leurs profs pour leur montrer un peu ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, c'était parfait, quoi. J'avais aussi peut-être cette fibre indépendante depuis assez jeune. Du coup, ça allait bien pour moi parce que j'avais pas forcément besoin qu'on me dise de faire des choses pour les faire. Et du coup, la formule Eracom était chouette pour moi, quoi. Et je suis allé un peu me balader sur ton site et j'ai vu qu'il y avait j'ai regardé quelques-uns de tes films, tes petits films comme ça, tes petits formats, et ils sont tous estampillés « Mais mec ». Mais mec, 3 petits points, c'est juste? Ouais, c'est quoi, mais mec? Alors, justement, je disais que cette vidéo, elle a été faite à une époque où on avait, avec des amis, on avait envie de faire de la fiction, on avait envie de raconter des histoires drôles, des histoires touchantes. Du coup, voilà, on a fait des vidéos et on les a mis sous un même drapeau qui s'appelle Mes mecs. Mes mecs, c'est M-A-I-S espace mec. C'est en fait parce que c'était une expression que je disais tout le temps quand j'étais étonné. Je disais, mais mec... Du coup, voilà, les gens m'appelaient mes mecs à l'Eracom. Du coup, bah, voilà, on a mis ça sous un même drapeau. L'idée, c'était d'avoir en fait une sorte de recueil de courts-métrages, des courts-métrages drôles ou des courts-métrages un peu plus... des réflexions un peu discrètes sur le monde actuel. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, une époque de ma vie, l'époque où on était tous étudiants, où on faisait des choses bénévolement, où vraiment il y avait cette envie de raconter quelque chose. Et 2 semaines plus tard, ça pouvait exister, quoi. Appelle à un pote, est-ce que tu es d'accord de venir prendre le son pour moi? J'ai les 2 comédiens et en fait, on se mettait ensemble et on essayait de raconter des histoires, quoi. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, c'est bien. Encore plus aujourd'hui, là, je réitère encore une fois, si vous voulez faire des vidéos, allez-y, quoi. Attendez pas que quelqu'un vous demande de faire quoi que ce soit. Vous avez dans votre poche quelque chose qui filme super bien, quoi. C'est pas de trouver des prétextes en se disant j'ai pas assez de matos. Vraiment. Aujourd'hui, le matos sont là, quoi. Et si vous voyez des grosses productions avec énormément de lumière, énormément de gens sur les sets, faut pas croire qu'il faut ça pour raconter des histoires. Ce projet-là, il a été vraiment fait avec pratiquement rien, quoi. C'est un appareil photo, quelqu'un qui prenait le son, et puis 2 comédiens. Et puis, grâce à ce petit matériel, je peux me retrouver aujourd'hui devant vous à vous en parler. Donc, vraiment, il faut pas grand-chose pour raconter des histoires, quoi. Merci, mec. Merci à toi. Je vous invite à aller vous balader sur le site de Guillaume parce qu'il y a des petites pépites comme ça et ça vaut la peine des fois de suivre le parcours des gens, quoi. C'est chouette. Bravo, merci. Merci à toi. Je te laisse aller. Et cette année, le prix Chronos, il fait très complet. Je ne sais pas si pour celles et ceux qui sont habitués au prix Chronos, si vous avez remarqué que cette année, toute l'illustration, tout ce qui a trait aux invitations, tout ce qui avait trait à la présentation du prix a changé. L'illustration a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà. Oui. Eh ben, on a la chance d'avoir l'illustrateur de cette année 2023 qui est avec nous. C'est Denis Corman. Je l'invite à venir nous rejoindre. On peut l'applaudir. Denis, j'ai dit tu à Guillaume, j'ai dit tu à Marc. On se dit tu? On peut se dire tu. Super, ça va? Ça va, bien. Super, ouais. Ben, merci d'être là. Merci. On t'a vu arriver en transpirant. Ouais. J'ai fini de manger 3 minutes avant d'arriver. Parfait. Donc tu es parti sans payer. Voilà. Ben voilà, tu as fait cette illustration. Je racontais au début que moi, quand j'ai reçu ce coup de fil, Prosenec tout est, je me suis dit, ouais, c'est un peu tôt quand même. Ça t'a fait quoi, toi? Bon, moi j'ai 56, donc je suis déjà passé par la case génération. Un problème. Je suis déjà passé par la case Génération puisque j'ai travaillé pour Génération pendant quelques années, donc j'ai fait des dessins pour eux. Donc effectivement, je me faisais cette réflexion-là, je me suis dit, ça y est, je suis passé de l'autre côté. Mais ceci dit, j'ai adoré ça parce que les sujets étaient hyper intéressants, très ouverts, et puis il y a un côté transgénérationnel qui est évident aussi, donc voilà, c'était pas du tout un problème. Est-ce que
quand on est illustrateur, c'est quoi le plus difficile? Imaginer un univers ou être capable, c'est lié, hein, être capable de se mettre au service de la demande d'un client, d'un mandat, etc. Parce que j'imagine qu'il y a des fois des choses qui nous parlent peut-être plus que d'autres. Bon, c'est évident, mais mon métier de base, c'est graphiste. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été habitué par cette pratique-là, le fait d'avoir travaillé en agence de communication. Je suis habitué à être au service de quelqu'un. C'est aussi une qualité d'écoute qu'on développe. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc c'est quelque chose qui est pour moi assez habituel. Je suis pas, disons, choqué par ça. Après, c'est une posture différente selon qu'on est au service de quelqu'un ou alors qu'on travaille pour défendre ses propres idées, ses propres textes, etc. Mais voilà, moi je pense que la qualité première, c'est être capable de se mettre à l'écoute. Et comment on passe du graphisme à l'illustration? Comment on a vu, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'accompagne depuis tout petit? C'est l'envie de dessiner? Alors bon, c'est ce que je raconte justement aux enfants. Là, on était comme illustrateurs et auteurs. Dans le cadre du festival, on est invité à passer dans des écoles. Et c'est vrai que c'est une des questions qui revient. C'est comment est-ce qu'on devient illustrateur et tout ça? Quel est votre parcours? Moi, je suis un de ces enfants qui a toujours dessiné, qui dessinait dans les marges des cahiers. Je dessinais au lieu de suivre ce qui se passait dans la classe. Donc voilà, donc j'avais droit à des remarques dans le carnet. Denis est dans la lune, Denis n'est pas avec nous, Denis rêve, etc. Donc je pense que j'ai passé plus de temps dans la lune que sur Terre à cette époque. Et puis c'est un imaginaire en fait très puissant qui vous embarque, et puis une nécessité d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, qui peut se faire à travers le dessin. Il y en a, c'est la musique ou le sport, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir sortir quelque chose. C'est aussi des émotions, c'est une hypersensibilité sans doute aussi qui fait que on a une éponge et puis on prend tout ce qui se passe et on n'a pas de filtre. Donc il y a des moments où il faut se protéger, il faut aller s'enfermer dans une pièce, et puis le dessin, ça permet de sortir tout ça, d'exprimer des choses et de libérer aussi un petit peu la pensée. Donc voilà, ça c'est mon chemin à moi. Et puis du coup le dessin, la BD comme adolescent, ensuite un apprentissage de graphiste, et puis après le dessin qui est revenu parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire des dessins dans la presse, après pour l'hebdo en premier, et puis ça s'est enchaîné, et c'est assez similaire. On parlait tout à l'heure de travaux de commande. Donc c'est un mélange à la fois de commandes, de travaux pour la presse, et puis après l'envie de faire ses propres choses. Donc il y a les livres. Puis aujourd'hui, je suis auteur, illustrateur, et je fais mes propres bouquins. Tu écris tes propres histoires. Tu ne fais pas le dessin avec quelqu'un qui écrit l'histoire, tu fais tout. Alors il y a les deux cas de figure. Moi j'ai des livres sur lesquels je suis que illustrateur, et puis c'est d'autres qui font les textes pour moi. Et puis j'ai des bouquins sur lesquels je travaille aussi moi les textes. Mais en l'occurrence, je me considère presque plus du coup comme un conteur, puisque je prends des histoires qui existent déjà. Ça peut être des contes et légendes de la Suisse ou la légende du colibri qui vient d'Amérique du Sud. C'est l'histoire qui me touche, que je croise un jour dans ma vie. Ça me touche, il y a des éléments qui me parlent. Et puis du coup, je deviens moi-même conteur. Donc je me mets au service d'histoire et je transmets quelque chose. Et le dessin, c'est là pour accompagner le texte. Je suis un visuel, donc les histoires, elles doivent me plaire, me parler, mais aussi m'évoquer des images. Donc voilà, c'est un peu le moteur qui fait que je peux utiliser ces deux médias pour les combiner et puis être totalement autonome et faire mes propres histoires. Et on parlait tout à l'heure, quand Marc est venu parler de son livre, on parlait de ce travail d'illustrer ce que Madame disait quand elle voit la couverture de la cavale, elle dit toute l'histoire est racontée. Comment ça se passe si tu n'as pas écrit le livre mais que tu l'illustres? Comment ça se passe avec l'auteur? C'est quoi? C'est une discussion entre vous? Que tu fais des propositions? Il te dit oui, il te dit non, il te dit c'est trop ci, c'est trop ça? Comment ça se passe? Alors bon, moi ce cas de figure-là, je ne l'ai pas vraiment eu, quoique. En fait, je pense qu'il y a d'abord cette qualité d'écoute, c'est la première chose. C'est être en lien avec l'auteur, c'est lire son texte, bien évidemment. Et puis après, c'est parler avec lui, et puis essayer de saisir quelle est, au-delà de l'histoire, l'intention. Puis ensuite, c'est être connecté aussi. Il y a vraiment une histoire de complicité. Des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des sujets qui nous parlent moins, où on se sent moins concerné, moins connecté. Alors là, il faut faire plus preuve de réflexe professionnel. C'est vraiment le côté graphiste qui se dit, je vais utiliser mes compétences, j'écoute, puis après, j'essaye de trouver une solution.
Mais l'idéal, c'est quand on est vraiment complètement en lien avec la personne, qu'on écoute, qu'on voit des images dans sa tête. Puis assez vite, moi, ça m'arrive de faire des dessins en discutant avec la personne déjà. Il y a déjà des idées qui arrivent. On leur donne vie à travers un petit croquis et là, on voit vite si la personne en face réagit en disant « mais c'est exactement ça, c'est ça que je voyais, c'est ça que j'imaginais ». Et où c'est encore mieux, c'est que quand en tant qu'illustrateur ou dessinateur, on arrive à aller même plus loin. C'est-à-dire que la personne en face découvre une image et c'est comme si tout d'un coup, on a l'impression qu'on lui révèle quelque chose qu'elle avait suggéré en mots, mais qu'on lui donne une nouvelle dimension. Et ça, quand on y arrive, c'est génial, c'est super. Waouh, merci. De rien. Il y a aussi, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Enfin, là, tu illustres pour le prix Chronos. Tu as fait des choses pour la sécurité routière, c'est juste? Oui, j'ai fait plein de choses. Et par contre, je vois aussi, on a regardé tout à l'heure avant de venir, il y avait l'histoire de la petite chouette qui voudrait voir le jour. Ouais, tout à coup, alors je l'ai pas vu. Tu l'as ici le livre? Oui, il est. Je viens de regagner. Il est là-bas. Et non, parce que tout à coup, ça a l'air très différent, très poétique. En fait, des univers très différents. Tu as une palette. Waouh. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu une période de ma vie où, comme professionnel, j'ai eu très peur d'ouvrir cette palette. Parce qu'on a aussi des fois un souci, c'est d'avoir une identité. Moi, j'enseigne à des futurs illustrateurs, je vois cette préoccupation de « ah, mais il faut que j'ai un style, il faut que j'ai un style ». Donc on a souvent très peur de se retrouver à faire tout et n'importe quoi. Donc on a tendance à restreindre le champ des possibles. Or, bon, moi j'ai fait ça, ça fait 30 ans que je fais ça. Je suis à un moment maintenant où je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que je peux réouvrir. Parce que je sais de quoi je suis capable, je sais aussi dire non quand quelque chose ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que j'ai une palette qui va de choses relativement simples, très lisibles, plus graphiques, à des choses plus élaborées qui sont proches de la peinture. C'est aussi des fois des questions de temps, de disponibilité, de temps qu'on peut y mettre, et puis de sujet. Voilà. Luna, c'est un sujet éminemment poétique lié à la nature, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, c'est le cas de figure où avec l'auteur, on était totalement connectés. On parle de la même chose, on a les mêmes intérêts dans la vie. D'ailleurs, on est devenus amis en faisant ce bouquin, c'est pas pour rien, quoi. C'est que on a senti qu'on était hyper proches. Donc on parle de la même chose. Ce qui fait que tout va beaucoup plus vite. Tout va plus vite, exactement. Tout va plus vite. Et puis, du coup, je peux vraiment être au service de ce que lui a fait. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait de voir dans le regard de l'auteur quelque chose s'allumer, je pensais justement à Julien et à Luna, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est cette complicité qui fait que l'autre se sent compris aussi. Est-ce qu'on en profite, hein. Guillaume, j'ai juste oublié ce petit moment, on va le faire après, je te propose, parce que je voulais ouvrir aussi un petit peu les questions. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à demander à Denis, qui est là, par rapport à son métier, à son parcours, ainsi qu'à Guillaume, comme ça on peut juste finaliser ce petit moment, parce que voilà, on a deux métiers très 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 différents, très particuliers, des métiers qu'on ne connaît pas forcément. On ne croise peut-être pas un illustrateur et un réalisateur tous les jours, donc profitons-en. Ils ont été complètement exhaustifs dans leurs réponses. Non, le protagoniste, c'est un ami, mais il n'y a personne de ma famille dans cette vidéo. Non. Moi, j'ai une question pour toi, du coup, je profite, j'ai déjà un micro. Vu que mon film parle un peu de technologie, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, illustrateur, il y a des choses qui se font avec des intelligences artificielles. C'est assez impressionnant. Mon métier est aussi touché par ça. Comment tu vois ces intelligences artificielles? Alors peut-être juste pour expliquer, c'est peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça. Maintenant, il existe des logiciels sur lesquels vous écrivez ce que vous voulez et le logiciel vous fait l'image de ce que vous avez écrit. Donc vous pouvez écrire 3 hommes grimpent dans la montagne, il fait beau, le soleil est en haut à droite, et il y a une image complètement réaliste de ça. Et en fait, moi, qui dois créer de la vidéo ou qui dois créer de la photo ou du contenu multimédia, je me sens touché par ça. Je ne sais pas encore si j'en ai peur ou si c'est un superbe outil. Et du coup, je te pose la question, de quel œil tu vois ça? Alors c'est une question qui est complètement d'actualité. C'est vrai que ça fait maintenant un mois et demi que je pense qu'il n'y a pas un jour où j'en parle pas.
J'ai amené le sujet aussi dans l'école où j'enseigne, Céruleum à Lausanne, qui est une école d'illustration de BD. Un peu comme quelque chose qui fait peur. J'ai posé ça sur la table, j'ai dit ça, il faut absolument qu'on en parle. Donc on en parle, mais on n'a pas de solution. Pour le moment, on est un petit peu comme des oiseaux un peu effrayés, en train d'essayer déjà de comprendre quel est l'impact que ça aura sur nos vies et nos métiers. Puis j'ai l'impression que ce qu'on commence à comprendre et à cerner, c'est que le début, parce qu'en fait ça va aller à une vitesse effarante. Donc à peine on aura compris quelque chose que tout ça aura déjà 3 longueurs d'avance. Mais c'est vrai que c'est questionnant. C'est questionnant quand tout d'un coup on découvre des images. J'ai un ami qui est illustrateur, il a passé 5 mois à bosser comme un fou sur une application parce qu'il voulait voir ce qu'elle était capable de faire. Et quand il m'a montré les images qu'il générait avec ça, j'étais à la fois complètement ébahi et puis à me questionner sur l'avenir de nos métiers, mais dans le fond de tous les métiers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça pourrait très bien remplacer un écrivain, ça pourrait remplacer un cinéaste un jour, faire des images qui sont presque mieux que de la photo. Alors aujourd'hui, il se trouve que par bonheur, et on a des fois des images, on a des personnages qui ont 6 doigts, donc il y a des bugs. Donc on arrive encore à voir, qu'il y a un problème, où on a quelque chose qui ressemble à un fusil, mais en fait ça fonctionne pas, c'est un espèce de bâton. À y regarder de plus près, ça joue pas. C'est plus comme la projection d'un rêve que comme la représentation d'une réalité absolument parfaite. Mais on est au début, donc très vite tous ces bugs vont totalement être réglés. Et c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions sur notre futur. Moi, le tout début de réponse que j'ai, c'est que paradoxalement, c'est peut-être notre maladresse en tant qu'être humain qui va pouvoir nous rendre authentiques. Les imperfections qu'on va pouvoir mettre dans notre travail, ça sera la même différence qu'il y a entre un artisan et puis la production industrielle. Donc on peut faire des chaises à l'infini qui sont toutes les mêmes, elles sont parfaites, mais c'est de l'industrie. Et puis au milieu de ça, on va voir quelque chose qui est fait par un créateur. Ça a une âme, il n'y en a qu'une. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on mise. C'est le retour au local, c'est comme en agriculture, c'est comme pour tout le reste. En fait, c'est des questions de société qui arrivent les unes après les autres comme des vagues. Et je trouve qu'elles arrivent très vite, de façon de plus en plus rapprochée. Mais voilà, c'est des sujets aussi philosophiques, c'est des sujets en tant que moi j'ai 56 ans, donc je me rapproche d'un âge où ce sera peut-être moins une question d'actualité. Mon fils, il a 13 ans, bientôt 14, et puis lui, il me dit « Mais tu sais, papa, il n'y a pas de problème, c'est ma vie à moi. Pour nous, ça fait partie de notre quotidien. Sur notre téléphone, on fait ça déjà. Moi, je fais ça, je m'amuse. » Je ne sais pas s'il se rend compte réellement de ce que ça va impliquer par rapport à la dimension du travail, de gagner sa vie avec quelque chose. Mais en tout cas, lui, ça ne lui fait pas peur. Donc voilà, c'est des éléments de réponse, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Merci beaucoup, merci pour ce petit débat sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que je pense aussi qu'aujourd'hui on est effrayé par ça, mais comme on a été effrayé peut-être le jour où on a eu le téléphone où on pouvait se voir. Enfin, je veux dire, on parlait de ça depuis longtemps, puis un jour on l'a, et voilà, on va sûrement arriver à en faire quelque sans doute intégré comme voilà. Mais c'est vrai que ça va très vite. Il y a des métiers qui disparaissent, c'est normal. Enfin voilà, c'est un impact, mais ouais. Merci Denis. Merci. Merci Guillaume. Le temps passe. On peut les applaudir bien fort. Alors voilà, bon, est-ce que vous êtes prêts pour la remise du prix ? Parce que je guigne discrètement ma montre et puis on doit lâcher Denis, on doit lâcher Marc à 15h parce qu'ils vont être au festival pour des dédicaces. On en parle tout à l'heure du festival. Je vous invite à aller au château, vous balader. C'est une belle manière de visiter le château différemment. Il y a des causeries demain matin, il y a des dédicaces, il y a des jeux de société à découvrir. Il y a toute une activité, toute une palette d'activités à faire. Et en plus, il fait un temps qui s'y prête. Enfin, il fait un peu soleil. Mais je crois qu'il y a des choses entre extérieur et intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. J'avais encore une dernière question avant de passer au prix. C'est bien, on fait un peu roulement de tambour, le suspense, le cœur qui schlague, mais il n'y a qu'un auteur. Je voulais vous demander qui a réellement, parce que ça m'intéressait de voir cette passerelle, comment elle a lieu dans les faits, dans le réel, qui a réellement lu
en partageant avec son grand-parent, avec un senior, peut-être c'est pas les grands-parents, c'est peut-être le voisin, la voisine, parmi vous les enfants, qui a lu avec quelqu'un de sa famille, qui a partagé, comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu cette lecture, et vous, pour vous les seniors, qu'est-ce que vous apportez aux petits enfants dans cette volonté de créer une passerelle? À qui commence? Comment? Oui, qui a partagé? Qui a échangé avec ces... Ouais, et toi, juste là, je te montre du doigt, excuse-moi, je ne sais pas ton prénom. Toi, tu as partagé avec qui? J'ai partagé avec mes grands-parents des deux côtés. Et puis, j'ai parlé de ce que j'allais voter, de chaque résumé, en fait, un peu des histoires. Et puis, j'ai partagé, voilà. Est-ce que vous aviez les mêmes goûts? Des fois pas, des fois oui. Ouais. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ces livres? C'est lequel, par exemple, qui, pour toi, pour moi, pour toi est ton favori? C'est Le Jardin à Marseille, parce que là, entre la grand-maman et le fils, c'est assez fort, on va dire ça comme ça. Et l'amitié est touchante. Voilà. Et tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme... La même chose. La même chose. Ah là, vous étiez d'accord. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec leurs grands-parents? Ah, ici. Ouais, toi, t'en étais où, toi? On a un petit micro, il y a Marius qui arrive. Merci, Marius. Moi, j'ai préféré le Frisson suisse. Et toi? Le Manoir maudit, donc, hein? Oui. Ouais. Et moi, Le Jardin à Marseille. Ok. Et pourquoi l'une, pourquoi l'autre? Moi, j'aime bien les livres policiers, les enquêtes et tout ça. Et toi, T'aimes bien le côté un peu polar? Ouais. Moi, j'ai aimé le côté jardin en pleine ville et tout ça. Ça m'a beaucoup touchée. Je ne peux pas dire pourquoi, mais ça me touchait profondément. Elle est touchante, cette histoire. Ouais, vraiment. On se bat pour un territoire, ça nous parle aujourd'hui pour pas mal de choses. Là où les grues poussent comme des champignons dans les villes. Allez, on y va? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Alors, on va commencer par la fin. On va commencer par en 4e position. On va voir 4e position du prix Chronos, édition 2023. En 4e position, on a le livre Katsuro le Titan de Éric Senabre. Alors, on m'a donné une liste de chiffres. Alors, je vais dire des chiffres. Katsuro le Titan, il a obtenu, chez les jeunes, il a obtenu 303 votes. Et chez les seniors, il a obtenu 30 votes. 30 voix, on va dire. On va plutôt dire des voix. Voilà. Il a eu environ 360 voix. Voilà, sur les 2000 qui ont été données. Voilà. On continue avec... c'est là. Faut pas que je dise de bêtises. En 3e position, roulement de tambour, 3e position, on a la cavale de Ulf Stark. Cette magnifique histoire qui se passe en Suède. Et celui-là, il a obtenu 314 voix chez les jeunes et 115 voix chez les seniors. C'est pas mal, c'est un petit peu plus serré que le précédent. En deuxième position, on a... Il l'a déjà mis? Non, il attend, c'est bien, il attend. Puis moi, je fais un peu non. Deuxième position, Un jardin à Marseille, de Elisabeth Benoît-Morelli. Le Jardin à Marseille, il obtient 294 voix chez les jeunes et il obtient 153 voix chez les seniors. Il fait un joli score, il est à 21%. Et ben voilà, roulement de tambour, hein. Et je crois qu'il en reste qu'un. On peut applaudir Marc Woltenhauer pour le Manoir maudit. Marc. Bravo. Je vais te donner un micro. Je vais te donner un petit micro et
Et j'invite, avant qu'on papote, j'invite Sylvie Fiot à te distribuer ton prix. Juste pour dire, regardez un tout petit peu, je sais... La photo. Marc, moi je descends, tu remontes, je remonte, je redescends. Je suis déjà pas grand. Tu fais un tabac chez les jeunes avec 799 voix. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Wow. C'est impressionnant. 799 voix chez les jeunes. Donc vraiment, c'est un livre qui a plu aux jeunes, un petit peu moins chez les seniors, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est une histoire qui parle de transgénérationnel. Donc je pense qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce que ça fait? Je suis très ému. C'est vrai que c'est déjà d'avoir fait partie de la sélection du prix, c'est déjà génial. Donc merci à l'équipe qui a choisi les 4 livres. Tout au long de l'année, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des échanges dans les écoles, parce que je vais assez régulièrement dans les écoles. Et puis, c'est vrai que le thème qui est abordé dans ces 4 livres, ce thème qu'on avait envie de partager avec Benjamin au travers de notre livre, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup touchés. On parle de maison de retraite. Moi, j'ai des souvenirs d'une maison de retraite à Versoix, où était ma grand-maman, et où j'allais régulièrement aussi faire des visites. J'allais même aussi, puisque j'ai étudié la théologie à la base et que je voulais devenir pasteur, j'allais régulièrement faire des moments de prière ou des cultes à la maison de retraite. Et j'allais vraiment toujours très volontiers voir ma grand-maman, mais aussi toutes les autres personnes qui le souhaitaient dans la résidence pour échanger. Et j'ai toujours aimé écouter les seniors, les personnes âgées raconter leur vie. Et je crois que c'est ce qu'on avait envie de partager aussi au travers du livre. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'ai été présenté en fait mon premier livre, Travailler de la porte au diable dans les écoles, souvent je demandais aux enfants, c'est quels sont les personnages que vous avez bien aimés dans le livre. Et souvent, bien sûr, revenaient Adam, Mélissa, parce que c'est les enfants, c'est les enquêteurs. Minus aussi, bien sûr, tout le monde aime bien Minus. Mais quand je leur posais la question par rapport au manoir maudit, en fait, souvent, c'était les personnes, les seniors de l'histoire qui ont été cités par les enfants. Aimé a beaucoup touché les enfants. Après, ils ont trouvé Bob l'espion marrant. Ils ont bien aimé Mamie Jo qui enquête avec les enfants. Violette la Fofolette. Et Violette la Fofolette, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Il en faut toujours une. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Puis justement, ça m'a fait très plaisir aussi d'avoir ce retour-là, de me dire, en fait, ces personnages qu'on a imaginés, cette histoire entre des jeunes et des seniors, que ça a touché aussi les enfants. Donc oui, je suis très, très ému. Et puis, surtout aussi, j'aimerais vraiment quand même partager aussi ce prix, parce qu'il y a mon nom sur la couverture, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On a co-imaginé, co-écrit l'histoire avec mon compagnon Benjamin. Et puis aussi, et il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est David Chapoulet, l'illustrateur. Denis a parlé de son travail tout à l'heure. Et j'ai la chance de travailler maintenant avec David depuis 4 livres. Au début, on ne se connaissait pas du tout. On ne s'est encore pas rencontrés physiquement. Parce que mon premier livre est sorti en 2019, on sait tout ce qui s'est passé en 2020, mais on échange beaucoup. Et en fait, je pense que ça apporte énormément au livre, l'identité visuelle. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un peu stressé parce que d'habitude, quand j'écris, il n'y a pas d'illustration dans mes polars pour adultes. Alors que là, tout d'un coup, je commençais à recevoir des dessins, des images imaginées par l'illustrateur et qui étaient sa vision des choses. Parce que moi, j'avais aussi une image dans ma tête des personnages, des lieux. C'est clair qu'au début, je lui ai fourni aussi des photos des endroits, je lui ai donné quelques indications sur les personnages, il y avait le texte sur lequel ils se basaient. Mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est encore plus vrai, je dirais, avec le 3e et le 4e livre sur lequel on a travaillé ensemble, c'est que c'est aussi une création de sa part qui apporte énormément. Et là, maintenant, il est en train de m'envoyer les images du 4e. Et j'ai hâte de recevoir en fait ces images parce que c'est son interprétation de l'histoire et c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est quelque chose en plus. C'est pas juste quelque chose qui est dessiné en fonction de ce qui est écrit, mais il y apporte vraiment une touche personnelle et c'est une collaboration. Ça me fait penser quand on a lu un livre et qu'on va voir le film du livre
on est souvent déçu parce qu'on s'est fait notre propre film et nos propres images. Hein, et souvent, il y a quelque chose qui est pas, ça joue pas, quoi. Ou alors on accepte, mais des fois, c'est pas, il faut faire un petit boulot. Ouais. Effectivement, et au tout début, j'appréhendais un peu. Enfin, je me disais, mais tiens, si les dessins vont pas me plaire. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment je lui dis? Mais en fait, voilà, j'ai eu la chance de tomber sur un dessinateur qui me plaît beaucoup. Son travail est, je trouve, vraiment génial et qui est tout à fait dans le ton des histoires. Et c'est une chouette collaboration. Comment on passe de la théologie à l'écriture? Pourquoi, comment, quand? Alors, c'est une longue histoire. Mais c'est vrai que j'ai toujours été... j'ai toujours été un grand lecteur. Par contre, et c'est vrai que je le raconte souvent dans les écoles aussi, c'est que quand moi j'étais ado, enfant, une de mes branches, enfin c'est la branche que je préférais le moins, c'était le français. D'ailleurs, les dictées, j'ai péniblement des 3,5 ou des 4. J'aimais pas écrire. Je préférais aller jouer au foot, en fait, toute cette période-là. Mais j'ai toujours énormément lu. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé le suspense, les polars, que ce soit en lecture, que ce soit en film, en série. Et puis, en 2011, on est parti avec mon compagnon faire un voyage autour du monde. Et je crois qu'en fait, c'était un moment assez décisif parce qu'on avait lâché le travail, on avait lâché l'appartement, puis on est parti sans savoir ce qu'on allait faire au retour. Et du coup, il y a des choses qui ont dû mûrir pendant ce moment-là. On est rentré, c'est intéressant, on a fait un voyage tout autour du monde pour revenir en Suisse, s'établir quelques mois à Grillon, d'où est originaire mon compagnon, chez mes beaux-parents. Et c'est là où, en me promenant dans le village de Grillon, je me suis dit, mais c'est un endroit génial pour imaginer une histoire. Et en fait, c'est aussi, comme tu le mentionnais tout à l'heure, cette envie de raconter. Et puis je me suis dit, mais si j'ai envie de raconter cette histoire, il faut écrire. Et en fait, c'était du jour au lendemain, comme ça, un démarrage dans l'écriture, et puis qui a, en fait, quand même pas mal changé ma vie, puis c'est devenu mon métier. Donc, fini les cultes. Oui. Comment... Le premier, le dragon du Mufron, voilà. Ouais. Oui, parce que tu parlais de Frisson Suisse, hein, qui est d'ailleurs qui est presque plus important sur la couverture que le titre du livre. C'est quoi en fait Frisson Suisse? Alors justement, j'allais y venir. C'est vrai que là aussi, c'est une histoire incroyable qui a démarré en 2019. D'ailleurs, l'initiateur est assis là-bas derrière, Luc. Et je pense que ce prix pour le frisson suisse, c'est aussi un prix pour tous les frissons suisses. Aujourd'hui, parce que c'est une collection, il y a une quinzaine de livres aujourd'hui. On est 8 auteurs, je crois bientôt 2 de plus, hein, Luc. Donc on va bientôt être 10 auteurs suisses romans qui écrivons pour cette collection. L'idée, c'est que ce soit des auteurs qui habitent en Suisse ou qui sont suisses et qui racontent des histoires qui se passent un peu partout en Suisse romande. Et en fait, il y a une richesse dans cette collection avec tous ces auteurs. Et cette collection s'est très très vite établie. On voit les enfants, quand on est en dédicace, arriver en disant « Oh, t'as vu, il y a un frisson !» et en très peu de temps, cette collection s'est établie, je dirais, dans le public des jeunes. Et c'est vraiment génial. Et c'est vrai que ma première réaction quand j'ai vu la couverture, je me suis dit « Ah, mais tiens, c'est bizarre, Frisson Suisse, c'est beaucoup plus gros que le titre du livre. » Mais en fait, j'ai très bien compris pourquoi, et c'était une excellente idée, parce que les enfants identifient cette collection, et ça leur permet aussi de découvrir différents types d'écriture, différents protagonistes, différents lieux, différentes histoires, et c'est un vrai succès dont je suis très heureux de faire partie. Puis surtout, j'ai eu l'honneur d'être avec Nicolas Feutz, un des 2 premiers auteurs à inaugurer cette collection. Donc, merci à vous deux, et parce qu'il y a aussi Isabelle qui est pleinement impliquée et qui travaille pour Ozu Suisse, et qui surtout défend nos livres en librairie toute l'année. Donc merci à vous deux, parce que c'est aussi grâce à vous que le Manoir Maudit a été choisi aujourd'hui. Magnifique, merci beaucoup. Et une dernière question avant de peut-être passer la parole et de conclure. Comment on fait, parce que tu écris aussi pour les adultes, comment on fait le grand écart, écriture pour les enfants, écriture pour adultes? Est-ce que tu t'y attelles de manière différente? Comment ça se passe? Alors effectivement, au tout début, quand Luc Feugère est venu nous en parler à Nicolas et moi, je crois que les deux, on était un tout petit peu dubitatifs parce qu'on se disait, mais en fait, c'est quoi écrire des romans policiers pour les enfants? On n'avait pas tellement de représentation, et moi, mes souvenirs, c'était le Club des 5, mais je ne savais pas vraiment ce qui se faisait en littérature jeunesse aujourd'hui, donc j'étais un peu hésitant, en me disant, mais est-ce que je serais capable de faire ça, etc.
Au final, Luc a tellement insisté il a été assez persévérant, donc on s'est lancé avec Nicolas, chacun pour écrire un frisson suisse, et je regrette vraiment pas du tout parce que j'adore ça. Et au départ aussi, on a quelqu'un qui nous accompagne sur le travail sur le texte, qui est l'éditrice Gwenaëlle Hamon. Au départ, son travail a été vraiment très très important parce que j'ai pas dû tellement adapter mon style d'écriture. On fait peut-être attention au vocabulaire, il y a peut-être des phrases des fois un peu plus courtes ou moins complexes, mais c'est assez naturel. Par contre, pour moi, ce qui n'était pas évident à imaginer au départ, c'était la complexité de l'intrigue, le niveau de complexité. Et là, elle nous a beaucoup accompagnés pour qu'on trouve justement ce juste milieu. Et puis finalement, assez rapidement, après Taveyan, La Porte au Diable, c'est les retours des enfants qui font beaucoup. J'ai aussi beaucoup de relecteurs enfants avant que le livre soit publié. Tout ça, ça aide effectivement à trouver peut-être le bon niveau d'intrigue. Puis on peut avoir la petite blague aussi, quand on nous en a parlé au départ, Nicolas Feutz, le premier, a demandé, mais en fait, est-ce qu'on a le droit de mettre des crimes dans le livre pour les enfants? Puis l'éditrice nous a un peu regardé en disant des crimes, oui, mais pas trop violents. Alors du coup, la question suivante, c'était qu'est-ce que ça veut dire des crimes pas trop violents? Parce qu'à la base, un crime, c'est quand même quelque chose de violent. Nicolas, lui, dans son premier livre, il a tout de suite commencé par noyer un professeur d'allemand avec des exercices de vocabulaire dans sa bouche. Et puis, moi, je me suis dit, avec Benjamin, parce qu'on a aussi écrit le premier ensemble, on s'est dit, on va faire quelque chose d'un peu plus soft, avec la disparition d'un cabri à Taveyan, et puis une histoire de cambriolage. Par contre, en allant dans les classes, moi, je leur demandais, mais vous voulez quoi dans un prochain frisson? Et la plupart me disaient, on veut un crime, on veut un meurtre et une vraie enquête de police. Joli. Pour celles et ceux qui sont là, qui ont voté pour le Manoir Maudit, c'est quoi qui vous a séduit, c'est quoi qui vous a plu, qui vous a fait voter le Manoir Maudit? Il y a quelqu'un qui voudrait, avant qu'on conclue pour de vrai? Oui, non, oui? Oui, il y a juste ce qui était super, c'est que c'est dans le canton de Vaud, c'est aux Salines. Alors on se disait, c'est quand même génial, les personnes âgées, on se disait, les Salines, c'était toujours quelque chose d'assez important. Et c'est B. Alors B, attention, hein, c'est pas n'importe où. Et ce qui est alors intéressant dans cette écriture, c'est qu'il y a au fond une mobilisation de toutes les générations. Les jeunes se mettent ensemble pour faire les détectives. Il y a un parent gendarme, il y a un peu des ramifications et il y a un passe-plat. Et ça, c'est la tâche du passe-plat qui fait qu'on a découvert le poteau rose, quoi, puis qui n'est pas rose. Mais en même temps, il y a aussi la tristesse des vieux responsables qui ont perdu une épouse, quelqu'un. Celui qui était celui avec la chaise à roulettes et la pomme de la canne. Enfin, il y a toute une série de choses que je trouve que nous avons trouvées formidables. Et là, les enfants, les seuls, parce qu'au moins on a eu la peine à avoir les classes, mais les seuls qui sont venus à la médiathèque et qu'on a pu discuter avec eux, ils avaient remarqué tous les mouvements des générations à l'intérieur. Et l'histoire qui est à B. Alors, quand on leur disait, mais B, vous avez déjà été aux Salines, etc., on leur a dit, allez aux Salines, vous verrez. Enfin bref, c'était intéressant, le contact avec les enfants. Et j'aimerais juste faire un petit coucou à ce cinéaste qui a fait ce bref film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qui est assez génial, le joint entre les personnes âgées et la jeune fille, c'est la canne d'hockey. À la place d'avoir une canne de vieux, c'est une canne d'hockey qui fait le lien des générations dans un stade. Et je trouve que ça, c'était extraordinaire. Toute la manière dont vous avez traité les images s'est fait ressusciter le grand âge. Et la relation avec les jeunes, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et ça, c'est formidable de le souligner. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour ce témoignage. Je pense qu'on pourrait dire que c'est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu penses ? Ou tu voulais ajouter quelque chose ? Non, pas. Non, tu dois filer signer des bouquins. Non, peut-être encore un dernier mot. C'est effectivement, je suis vraiment très touché que le Manoir maudit ait été choisi, et je trouve que c'est aussi un prix qui est très chouette parce que c'est un prix de lecteur, et d'avoir 2000 votants qui choisissent parmi ces livres et qui font un choix, je trouve que ça donne une valeur très importante au prix et au sentiment qu'on peut avoir en tant qu'auteur d'avoir été choisi. Et puis que ce prix Chronos, vraiment, je trouve que ce côté de faire lire aux enfants, de faire lire aux seniors, de faire partager la lecture entre les générations, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et puis j'espère juste une chose, c'est que le prix Chronos continue encore de nombreuses années à exister. Et, c'est vraiment super. Donc merci beaucoup. Et j'étais très heureux que le Manoir maudit ait pu figurer dans ce prix cette année. Merci. Et c'est un petit côté chauvin, et ne vous gênez pas d'aller visiter des classes dans le Jura, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui votent. Merci beaucoup. Ben voilà, je crois que tu peux rester avec moi pour finir. On va clore cette édition. Comme je disais tout à l'heure, déjà un grand merci d'être venu, d'avoir supporté ce petit bug qui nous met un tout petit peu juste, mais c'est pas grave. Je vous invite à aller découvrir la suite de l'expo, le festival au château entre aujourd'hui et demain. Peut-être participer à des causeries avec des auteurs et des illustrateurs peut-être autres que ceux qui se sont livrés aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent de 2018, vous aurez aussi l'occasion de retrouver, il s'appelle Hubert Benkemoun, c'est juste, qui avait... Joyeuse Pâques et bon Noël, qui avait été plébiscité en 2018. Donc l'auteur, M. Benkemoun, il est là aussi, si jamais vous voulez le rencontrer, voir ce qu'il a fait après ce livre-là. Et merci on fait coucou à YouTube. Merci à YouTube, tous ceux qui étaient là. On ne sait pas, ils sont 4. Mais non, on ne sait pas. Et merci beaucoup. Bon après-midi, un magnifique week-end. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à lire. Merci beaucoup.